Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Donc, une vie drôliste et réponse à coups critiques, leur question du samedi qui parle de Donjons et Dragons, donc la classe qui est selon moi la plus sous-estimée, sans aller dans le détail technique parce que ça me vient pas tout, puis je retiens pas tous les détails de chacune des classes selon les éditions, mais j'ai quand même il y a quand même une impression qui est laissée, je pense, selon les différentes époques que ce jeu-là était pratiqué. Donc, ouais, j'ai peut-être trois classes à parler de selon les époques. Ouais, là, je vais reculer. Le plus loin que je vais reculer, ça va être BX. Donc, BX, qui se trouve être la version de Moldvé, la boîte rouge, mais comme genre la première, dans laquelle tu avais juste Basic et Expert. OK? Dans ce temps-là, entre autres, les races, c'était des classes. OK, c'est ça. Tu n'avais pas de race séparée des classes. T'étais un elfe, that's it. Je faisais des affaires d'elfe, ça. Puis je pense, à mon avis, là, de mon souvenir, là, la classe sous-estimée, c'était pour vous dire le nom français qui était dégueulasse, là, c'était le Tinigeant. Le Halfling, OK? Donc, le Halfling, il était un peu laissé pour compte. On l'ignorait un peu. Il passait pour l'insignifiant du paquet de classes. Écoute, les autres classes, c'était plus évident ce qu'ils faisaient. T'sais, on dirait que le Tinigeant, on ne savait pas trop le situer. Si tu n'avais pas lu le Hobbit, tu le situais pas, lui. C'est ça, puis c'est vraiment inspiré. C'est un Hobbit, finalement, là, tu sais. Mais écoute, tout en subtilité, il y avait différentes affaires dans lesquelles il était bon. Il n'était pas si pire pour se battre, malgré qu'il se battait avec des petites armes. Bon, c'est bien connu. Mais pour se cacher, des affaires, il y avait des petits bonus sur certaines affaires qui étaient quand même pas mal utiles. Puis je pense que j'ai pas assez vu de cette classe-là jouer avec cette édition-là. Le seul que je me souviens d'un joueur qui est autour de ma table, c'est son vrai nom, je vais te passer, c'est pas le nom de son personnage, il s'appelait O'Neill, c'est son prénom. O'Neill Bergeron. Fait que lui, il jouait un Tinigeant. Je me souviens de ça, mais je me souviens pas ce qu'il a fait avec, mais tu sais, je me souviens qu'il s'était pris ça. Puis voilà, non, mais moi je pense que ça en était un qui passait un peu tout droit, tu sais, puis en fait, c'est ça, le Hobbit, il est supposé être insignifiant, il est supposé être la classe, race, qui passe un peu inaperçue, mais sauf que ça devait être dans le jeu, fallait pas que ça soit dans la vraie vie. Je pense j'ai l'impression qu'il réussissait trop sa job juste à être dans le livre, tu sais. Le monde, il le voyait comme pas qu'il existait, lui. Mais c'est ça. C'est ça. Sinon, pour toutes les versions qui s'appelaient Advanced, donc 1-2, moi j'ai l'impression que le guerrier, c'était le sous-estimé. Encore là, c'est parce que c'était le plus vanille du livre. C'était la classe la plus prévisible. OK? Toutes les autres faisaient de quoi de spécial. Lui, le guerrier, savait se battre, that's it. Un guerrier A, un guerrier B, c'était pas tant différent. Tout dépendant à quel point tu y allais fort avec les options pour peut-être le personnaliser, mais en tant que tel, un guerrier, c'est vrai que c'était... Mais pourtant, c'était efficace. C'était super efficace. T'sais, on se rappelle, Donjons et Dragons, c'est un jeu que la première information qu'il te donne, ce jeu-là, c'est que tu t'en vas te battre. Tu t'en vas te battre. Tout est basé sur c'est quoi ton efficacité en combat. Le guerrier, si tu voulais être efficace, rapidement et efficacement, c'est lui, là. Je veux dire, il était le plus rapide à pouvoir... Ben, tu sais, sur le champ de bataille, il brillait, là. C'est lui qui pognait le plus de monde possible. C'est lui qui avait l'accès au plus d'armes possible. Je veux dire, si tu voulais avoir un effet direct dans le jeu, c'était le guerrier. Donc, moi, je pense qu'il n'était pas sous-estimé. Il était super essentiel. Tu sais, puis je veux dire, à quelque part, à quel point il est spécial. C'était à toi de le rendre spécial. Moi, quand je jouais des guerriers, c'était des personnalités en elles-mêmes. Quand venait le temps de me battre, puis je voulais aider, ben là, j'étais efficace, c'est ça. Donc, il fallait pas le sous-estimer. Il était... Tu sais, c'est le représentant officiel de ce que ce jeu-là il est supposé te faire jouer, c'est-à-dire des batailles. Tu sais, c'est le représentant officiel de ça. Fait qu'il fallait pas le négliger. Ouais, sous-estimé. Je dirais à partir de la 3e édition, encore là, c'est plus pour l'impression qu'il laisse. Là, pour la 4e édition, je ne sais pas, là, c'est comme un peu flou, j'ai pas assez expérimenté la 4e édition, j'ai surtout lu, mais bon. Mais tu sais, tout, mettons 3.55, OK, le paladin. Bon, comme une aversion pour le paladin, tu sais. Parce que le paladin, t'es supposé être quelqu'un qui est au service de quelque chose d'autre, d'une force supérieure, t'es supposé être au service du bien.
Puis on dirait que les joueurs, ça les horripile. Parce qu'ils jouent à Donjons et Dragons pour faire n'importe quoi, pour être des rogues là, qui volent des sacoches parce que ça leur tente. Puis, tu sais, c'est ça, la fausse impression de liberté. Mais pourtant, si tu veux un vrai défi, c'est le paladin, évidemment, sous-estimé. Évidemment, parce que juste le fait de lever le nez sur le paladin, c'est de lever le nez sur un personnage qui fait plein d'affaires. Tu sais, veut dire, il est versatile, il sait se battre, il lance des sorts. Puis, il veut pas, à un moment donné, ses sorts, il fesse fort. Tu imagines, il est un peu... C'est un peu le guerrier mage idéal. C'est juste que, bon, tout dépendant, là, tu peux ignorer ça à ta table, t'en fais ce que tu veux. Mais normalement, il est juste au service d'un ordre religieux qui tend vers le bien. Donc, c'est à toi de vérifier si tu es prêt à relever ce défi-là. En termes de défi, c'est intéressant. Écoute, le paladin peut se retrouver tellement dans des situations déchirantes, là. Tu sais, des fois, est-ce qu'il va succomber à la tentation de faire le mal parce qu'il pense qu'à ce moment-là, c'est ça qu'il devrait faire? Moi, je trouve qu'en termes de roleplay, il y a plein de... il vient d'emblée avec des situations déchirantes. On dirait que ça vient avec le personnage. Moi, je pense que le paladin est un qui est sous-estimé parce que il donne une fausse impression que tu seras pas libre, mais non. Des fois, il y a certaines contraintes qui sont justement le fun, sont justement le fun à interpréter. Puis c'est ça. Ça crée des scènes. Tu sais, souvent, on va aller vers le jeu de rôle pour avoir des scènes uniques, des affaires intenses. Ben, le paladin peut être un bon candidat pour y arriver. En tout cas, ce n'est que mon opinion, mais c'est un peu l'impression que j'ai sur certaines classes de Donjons et Dragons selon les différentes époques. Voilà, c'est ce que j'avais à vous raconter aujourd'hui. François Letarte, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.